Madame, monsieur, alors que beaucoup d'entre vous se rassemblent autour de la crèche ou au pied du sapin, prenons de notre côté un instant pour dire simplement merci. Merci aux millions de téléspectateurs qui font vivre notre chaîne. Et puisque nous sommes dans le temps de Noël, ayons une pensée toute particulière pour les plus fragiles et les plus seuls de notre communauté TVL, qui souffrent aussi, comme nous, de voir la France se déliter, s'effacer sous nos pas. Et cela nous rappelle l'absolue nécessité de soutenir TV Liberté par vos dons. Nous sommes à un point de bascule. Encore 7 jours, 7 petits jours, pour que l'avenir de notre chaîne ne soit pas compromis. Noël est là. À tous ceux qui célèbrent la naissance du Sauveur, que cette joie et cette espérance les accompagnent vers une humanité renouvelée. À tous ceux qui savent qu'après les périodes sombres, le soleil finit toujours par renaître. Nous souhaitons un Noël plein de bonheur. Joyeux, joyeux Noël. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une figure importante, mais souvent reléguée au second plan de l'histoire française du XXe siècle, le général Georges Catroux. Officier colonial, soldat de la Grande Guerre, haut fonctionnaire, acteur du mandat français au Levant, gouverneur général de l'Indochine, général de la France libre, diplomate après 1945 et artisan plus tard de l'Ordre national du mérite, Catroux a traversé plus de 60 ans de vie politique et militaire. Sa carrière, commencée à la fin du XIXe siècle, l'a placé au cœur de nombreux événements majeurs. La pacification du Maroc, la Première Guerre mondiale, le conflit mondial de 39-45, puis les débuts de la décolonisation. Pour évoquer ce parcours et ce que l'histoire peut en retenir, nous recevons aujourd'hui l'historien François Cochet qui vient de publier Le général Catroux, un militaire bien diplomate aux éditions Perrin, Pierre de Taillac. Avec lui, nous reviendrons sur la trajectoire de cet officier qui a servi la France sous des formes très différentes, sur ses relations avec les grands acteurs de son temps, Lyautey, De Gaulle, Giraud ou encore les responsables britanniques, et sur la manière dont son action éclaire les enjeux de l'Empire, de la guerre et de la diplomatie au XXe siècle. François Cochet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Lorraine et l'un des spécialistes français de l'histoire militaire, de l'expérience combattante et des mémoires de guerre. Une part importante de vos recherches porte sur la Première Guerre mondiale et sur la manière dont les soldats et les sociétés ont vécu et transmis ce conflit fondateur. Et vous êtes d'ailleurs président du conseil scientifique du Mémorial de Verdun. Alors votre œuvre est abondante. Je vais citer quelques-uns de vos ouvrages. Le plus récent, Catroux, on en parle tout à l'heure, mais sinon Dramaturgie de Verdun chez Pierre de Taillac, Histoire de l'armée française 14-18 en 14-18 chez Talandier, en 2022 avec l'ami Rémi Porte. Un dictionnaire, vous avez collaboré au dictionnaire de la guerre d'Indochine en 2021 chez Perrin, donc c'était en direction avec Yvan Cadeau et Rémi Porte encore. Vous avez écrit également en 2017, toujours chez Perrin, Les Français en guerre de 1870 à nos jours. Et en 2014, 14-18, fin d'un monde, début d'un siècle, il a été réédité, donc c'était chez Perrin, mais il a été réédité dans leur édition de poche, Tempus, en 2018. Et donc là, comme je le disais, le général Catroux, un militaire bien diplomate, portrait d'un grand seigneur de la France libre, dit le sous-titre, édité chez Perrin et coédité, c'est une coédition Perrin, Pierre de Taillac. Alors, c'est vrai, ce que je disais, c'est pas un personnage très, très connu, Catroux. Donc pourquoi lui avoir consacré un livre et qu'est-ce qui faisait, selon vous, un personnage injustement oublié ? Alors, Georges Catroux est un de ces inconnus célèbres, comme j'aime à les nommer, quelqu'un qui a un rôle considérable mais discret, et quelqu'un dont la mémoire publique est sous-estimée par rapport à d'autres personnages. Je pense à la Seconde Guerre mondiale, bien évidemment un Leclerc de Haute-Cloque, un Koenig et un Delattre ont une aura que n'a pas Georges Catroux, et pourtant le rôle objectif de Georges Catroux durant la Seconde Guerre est infiniment supérieur à celui de ces trois hommes, parce que c'est lui notamment qui solde la relation
relations conflictuelles Giraud-de Gaulle à Alger en 1943, entre autres. Et surtout, il est le général le plus haut gradé de l'armée française à rallier le plus précocement de Gaulle le 18 octobre 1940. Ce qui m'a donné envie de travailler sur une biographie, chose que je n'avais jamais faite d'ailleurs, et c'est un exercice délicat de mener une biographie, c'est qu'il existe une ancienne biographie de Georges Catroux de 1990, due à la plume d'Henri Lerner. La biographie de Catroux ne m'avait pas donné satisfaction à la lecture il y a déjà quelques années, parce qu'Henri Lerner avait eu accès à des sources personnelles de Georges Catroux. Mais d'une part, il ne les citait jamais. C'est-à-dire que moi, j'aime appuyer mon travail scientifique sur des référencements précis. Or, ça n'était pas le cas dans la biographie d'Henri Lerner. Et puis, il faut bien dire que j'ai tenté de dépoussiérer un petit peu cette biographie, parce que Henri Lerner avait beaucoup utilisé les souvenirs personnels de Georges Catroux et les avait fait siens, en quelque sorte. Oui. C'est-à-dire que nous étions plus proches d'une hagiographie que d'une biographie réellement historique et historienne. Donc, je suis retourné aux archives qui, depuis Henri Lerner, ont été classées, mieux classées. Il y a eu des apports considérables aussi d'archivistique depuis 1990. Et ça m'a permis d'écrire une biographie que j'espère plus modérée, plus historienne. C'est-à-dire qui prennent compte vraiment des sources disponibles, qui mettent bien en œuvre les grandeurs du personnage, mais qui mettent aussi parfois en œuvre certaines de ses petitesses. Alors quand on ouvre votre livre, on découvre un parcours effectivement, comme vous dites, hors norme, qui commence dans une famille plutôt modeste, républicaine, laïque. Il a un père officier sorti du rang, une mère d'origine méditerranéenne. Donc racontez-nous rapidement ses origines sociales. Alors plutôt modeste à l'origine paternelle, du côté paternel, parce qu'effectivement, le père de Georges Catroux est un officier sorti du rang, qui commence sa carrière en s'engageant à 20 ans sous le Second Empire, qui participe à des campagnes coloniales jusqu'en Chine notamment, qui accède à l'épaulette de sous-lieutenant, donc immédiatement avant la guerre de 1870, et qui, par sa bravoure, devient capitaine, puis chef de bataillon après le 1870. Mais cet homme d'origine effectivement modeste fait un très riche mariage. Et il sort de sa catégorie sociale, si vous voulez, en épousant la fille d'un très grand colon algérien, qui va lui amener une richesse tout à fait considérable et un domaine tout à fait important. Donc, Georges Catroux est à la fois issu d'un milieu effectivement modeste par son père, mais un milieu qui n'a pas de souci d'argent à partir du moment où son père a fait ce très riche mariage, que lui-même va d'ailleurs reproduire dans un premier mariage, en épousant aussi la fille d'un grand colon. Un grand colon. Alors, il Saint-Cyr, la Légion étrangère, puis l'Algérie. Au début, il se distingue par un mélange vous dites, de discipline, de finesse. Quel est le jeune officier Catroux ? Alors, le jeune officier Catroux est bien placé à la sortie de l'ESM, de Saint-Cyr, et donc il a le choix de sa première affectation, et il choisit un bataillon de chasseurs qui ne s'appelle pas encore alpin, mais qui s'appelle infanterie alpine. Et il va y rester peu de temps. Il y reste très peu de temps parce qu'en fait son biographe de 1990 disait qu'il avait soif d'aventure et qu'il demandait une mutation en Algérie. En fait, en retournant voir les archives, je me suis aperçu que tout simplement il avait une aventure coupable avec l'épouse d'un de ses supérieurs, et donc il est remercié et on lui dit qu'il serait mieux qu'il aille voir ailleurs. Et ce qu'il y a d'intéressant dans son premier poste, c'est que son chef de corps signale quand même une certaine suffisance et une haute estime de soi. Et ça, c'est un trait de caractère que l'on va retrouver tout au long de la carrière de Georges Catroux. Alors effectivement, après avoir dû quitter son bataillon de chasseurs des Alpes, il demande, comme avait fait son père d'ailleurs, il demande l'Algérie, oui, où il va servir au sein d'une unité de tirailleurs algériens, où il va faire aussi, comme je le disais, en 1902, un très riche mariage.
et où il va rapidement rencontrer les milieux aux confins du milieu, du milieu politique et du milieu militaire. Et il a un frère aîné qui est très ami avec Aristide Briand. Et ça va en quelque sorte déterminer, voire même surdéterminer sa carrière, parce que très précocement, il n'est encore que lieutenant. Il est nommé dans des postes d'interface entre militaires et politique. Oui. Et il est nommé notamment comme simple lieutenant, envoyé donc en Indochine auprès du gouverneur général Beau. Le gouverneur général Beau est très typé politiquement, c'est un maçon, c'est un homme de gauche, c'est un homme qui a présidé la commission de surveillance des métiers du Quai d'Orsay. C'est donc quelqu'un qui est militant proche d'Eugène Étienne, militant anticlérical, militant républicain, etc. Et là, très précocement dans sa carrière, Georges Catroux fait l'expérience de l'officier politique. Et encore une fois, ça va effectivement le surdéterminer parce que c'est cette première expérience auprès de Paul Bot qui va l'orienter vers des dimensions officier de renseignement, officier politique. Alors, il a une rencontre quand même très importante dans sa carrière, c'est une rencontre avec Lyautey. Avec Lyautey, oui. Donc, quelle influence exacte de Lyautey sur la formation intellectuelle et politique de Catroux, parce que ça commence, ça frictionne au départ. La première rencontre est pour le moins rugueuse. C'est-à-dire qu'en gros, et pour dire les choses tout à fait clairement, Georges Catroux se fait remonter les bretelles, il est capitaine, il se fait remonter les bretelles par Hubert Lyautey, parce qu'il a commis une petite erreur de commandement auprès de sa compagnie. Hubert Lyautey connaît le milieu familial de Georges Catroux, connaît notamment le père de Catroux, et ça c'est important également. Alors, Georges Catroux s'est toujours revendiqué d'une filiation intellectuelle avec Hubert Lyautey. C'est vrai que les deux hommes sont assez proches l'un de l'autre. C'est vrai que Georges Catroux, tout au long de sa carrière, notamment au Levant, va reproduire les méthodes de gouvernance d'Hubert Lyautey. En cela, il est un élève incontestable d'Hubert Lyautey. Simplement, il n'est peut-être pas le meilleur élève. En tout cas, aux yeux de Lyautey lui-même, qui a assez clairement une préférence pour Alphonse de Juin, et qui est cadet, si vous voulez, de Georges Catroux, qui est plus jeune, mais qui sera aussi dans la proximité immédiate de Lyautey, et dont Lyautey tient davantage de cas, je dirais, que de Georges Catroux. Et d'ailleurs, les deux hommes, Juin et Catroux, sont très très précocement, malgré la différence d'âge d'une dizaine d'années, sont très très précocement en rivalité. Et on va le retrouver, ça à plusieurs reprises, dans la guerre du Rif, avant même la guerre du Rif, et puis bien entendu pendant la Deuxième Guerre mondiale, où les oppositions, et après les oppositions de Catroux et de Juin vont être assez considérables. Alors, donc finalement, à l'époque, c'est un des rares officiers coloniaux qui conçoit la pacification comme une construction et non pas comme une domination. Alors, il y a chez Georges Catroux, il y a les deux, comme chez Lyautey. C'est-à-dire que ce sont des militaires quand même. Alors ce sont des militaires constructeurs, je suis d'accord, mais ce sont des militaires. C'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas, le cas échéant, à réprimer, et à réprimer durement. Et Georges Catroux, notamment au Levant, sous la houlette du général Henri Gouraud, n'hésitera pas à manier une poigne de fer. Mais il est vrai que le rêve catrousien, je dirais, de gouvernance, qui est emprunté à Lyautey, qui est emprunté à Lord Cromer aussi pour les Britanniques, c'est le rêve de l'indirect rule, c'est le rêve d'une administration indirecte par les Français, c'est-à-dire qu'on fait mine de laisser gouverner les autochtones, les élites indigènes, comme on dit à l'époque, mais bien entendu des élites indigènes qui sont d'une part généreusement stipendiées, et qui, d'autre part, sont étroitement surveillés par des conseillers militaires français proches de Catroux. Alors, il se retrouve au Levant, enfin, il est haut-commissaire en Syrie et au Liban, déjà. Non, il n'est pas haut-commissaire, il est auprès du haut-commissaire de Gouraud. Et donc là, il joue un rôle important dans la gestion du mandat français. Donc, vous pouvez développer.
Est-ce qu'il avait compris déjà, avant les débats sur la décolonisation, ce qui pouvait se passer? Alors, si on procédait en plusieurs étapes, parce que les postures de Georges Catroux évoluent assez considérablement entre 1921 et 1939. Hein. D'accord. En 1921, quand il est nommé, en 19, il est nommé au Hedjaz. Et puis en 21, il est nommé donc auprès du gouverneur Henri Gouraud, qui cumule, et c'est une première, les fonctions de gouverneur militaire et de gouverneur civil. Et là, Gouraud, qui est un général intelligent et qui sait reconnaître les talents de ses subordonnés, lui laisse effectivement la bride sur le cou pour mener une politique à un moment capital, parce que c'est le moment où la France a reçu mandat sur la Syrie-Liban de la SDN. Donc il s'agit d'installer ce mandat, cette politique mandataire, et de la faire vivre. De la faire vivre alors qu'il y a des oppositions extrêmement fortes des Arabes, sur notamment est-ce qu'il faut une Syrie indépendante du Liban ou une grande Syrie englobant le Liban. Il y a les positions des Britanniques qui sont tous sauf favorables aux Français. Donc les difficultés s'accumulent. Et en 21-25, le positionnement, si je puis dire, de Georges Catroux est un positionnement de type luotésien. C'est-à-dire, on installe la politique mandataire en contrôlant quelques grandes familles, et il n'est encore pas question du tout de nationalisme arabe. En 21, Georges Catroux n'a pas encore pris en compte ce nationalisme arabe. Il prendra en compte ce nationalisme assez tardivement. En 1936, il est encore opposé à une indépendance de la Syrie et du Liban. Son basculement se fait sans doute en 1939. Et ce sera important parce qu'effectivement, dans la suite, et notamment dans les affaires libanaises de 1943, là, les postures de Catroux vont évoluer. Donc il va recommander, à partir de quel moment? Donc, vers 1939, il recommande là, l'indépendance, l'autonomie Il ne recommande pas ouvertement. Il ne va employer les termes d'indépendance que forcé par les événements et forcé par les Anglais en 1943. Il commence à en parler en 1942, après les affrontements dramatiques franco-français. Non mais avant-guerre... avant-guerre, non. Il s'exprime... Non, avant-guerre, il n'y a pas d'idée d'indépendance du Levant chez Catroux, pas plus qu'il y en a chez les gouvernants français de l'époque, qu'ils soient pour le coup de droite ou de gauche. Les premières réflexions de ce type, ce sera même pas De Gaulle en 1931 lorsqu'il fait un bref passage au Liban, ce sera après, et ce sont les circonstances de la Deuxième Guerre mondiale et les évolutions au sein du panarabisme, qui vont faire l'acheminement vers cette notion d'indépendance. Vous parliez de Gaulle un instant. De Gaulle, que Catroux, on n'a pas parlé du tout, même que Catroux a déjà connu en captivité en Allemagne. Alors, ils se sont connus effectivement à l'été 1916 dans le camp d'Ingolstadt, en Allemagne. Il faut dire que Catroux n'a pas de chance, si je puis dire, puisque il fait la guerre européenne et effectivement, il a compris que si du moins il avait la chance de survivre, la guerre pouvait être un accélérateur de carrière, sauf que, pas de chance pour lui, il est capturé dès le mois d'octobre 14. En gros, au premier grand combat de son unité de tirailleurs, il est capturé donc dans les combats sauvages d'Artois d'octobre 14. Il est fait prisonnier près de Lens. Et donc, il va passer toute la guerre en captivité. Il fait donc connaissance avec De Gaulle lorsque De Gaulle lui-même est capturé en mars 1916 et qu'il arrive au camp d'Ingolstadt. Catroux est commandant, De Gaulle est capitaine.
Catroux est le chef de chambrée de Gaulle, si vous voulez. Et donc là, il va se nouer des liens qui sont des liens intellectuels, qu'on reverra bien entendu pendant la Deuxième Guerre, mais qui ne sont pas des liens d'affection ou d'amitié profonde. De toute façon, De Gaulle conserve son quant à soi, même avec ses camarades officiers prisonniers. Vous disiez Catroux tout à l'heure, j'imagine deux personnalités, enfin on en reparlera. Absolument. Ceci dit, dès l'époque, Catroux est admiratif sur les conférences que donne notamment De Gaulle au camp de prisonniers et sur ses capacités intellectuelles. Il est assez fasciné, comme tous ceux qui ont entendu De Gaulle. Il tente 3 fois de s'évader, il est repris 3 fois, Catroux, et donc il termine la guerre dans un camp de prisonniers en Allemagne. Je voudrais maintenant qu'on parte en Indochine. On part du moment indochinois de Catroux, donc c'est entre 39 et 40. Quel poste occupe-t-il en Indochine ? Il est mis en 2e section des officiers généraux avec le grade de général de corps d'armée, 4 étoiles. Parce que il est né en 77, donc il est né en 77. Il est pas jeune, effectivement. Il est atteint par la limite d'âge, et donc il est mis en 2e section en janvier 1939. Et dès le mois d'août 1939, il est rattrapé par la Manche par Daladier, qui le nomme effectivement gouverneur général de l'Indochine, avec une 5e étoile de général d'armée, mais à titre provisoire pour la durée de son mandat de gouverneur général. Alors, c'est pas Daladier lui-même qui a fait le choix de Georges Catroux, c'est Georges Mundel, et c'est surtout le général Burer. Le général Burer a, avec Mundel, un plan de développement de l'Indochine, qui consiste en fait à revivifier le plan du général Pénquin des années 1910, c'est-à-dire revivifier l'idée d'une force jaune, qui est antérieure en fait à la notion de force noire de Mangin. En gros, permettre à l'Indochine de se développer, permettre aux élites, notamment indochinoises, de se développer, pour que l'Indochine puisse participer à un effort de guerre français. C'est ça le plan Mundel-Burer. Or, il se trouve que le général Burer, très brillant, très proche de Mundel, moins à gauche que Georges Catroux, Catroux et Burer se sont connus au Centre des hautes études militaires en 1931. Auxquels ils ont suivi les mêmes cours tous les deux. Et c'est donc le général Burer qui fait pression sur Mundel, qui lui-même fait pression sur Daladier pour nommer Catroux à la tête de l'Indochine. Alors, Catroux développe effectivement le plan Mundel, mais avec un succès assez moyen, parce qu'en fait, il n'est aux manettes, entre guillemets, que durant du mois d'août 1939 à juillet 1940. Et la grande affaire du mandat de Georges Catroux, c'est la position des Japonais. Parce que, effectivement, à la suite de la défaite française de juin 1940 en métropole, les Japonais ont compris qu'ils avaient une carte à jouer dans la foulée de cette défaite et exigent d'une part des aérodromes militaires sur la péninsule indochinoise et exigent aussi des ravitaillements en essence, etc., dans leur lutte contre les nationalistes chinois. Il y a quand même une frontière au Tonkin commune avec la Chine et l'Indochine française. Et donc, la grande affaire de la direction du gouvernorat général de Catroux, ça va être effectivement de tenter de résister aux Japonais, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que là, maintenant, on a les travaux de Michelin sur les archives japonaises, et on se rend compte que, avec son talent de négociateur habituel, Catroux a essayé parfois d'anticiper sur les demandes japonaises pour essayer de couper l'herbe sous le pied à ses revendications. Ce qui est sûr, c'est que cette période est très trouble pour lui, très ambiguë pour l'histoire de France aussi, puisque le 30 juin 1940, il est démis de ses fonctions. Alors, il est démis de ses fonctions, lui dit dans ses mémoires « je suis démis par Vichy ». Mais officiellement, le 30 juin, c'est encore le dernier gouvernement de la Troisième République. Et le décret de démission est signé du président de la République, Pierre Lebrun. Et donc,
Oui, donc il démite ses fonctions, effectivement. Mais est remplacé par l'amiral Decoux, qui était jusqu'à présent son subordonné. Mais il va s'incruster, si je puis dire, jusqu'au mois de juillet 1940. C'est-à-dire que pendant un mois, alors qu'il n'est plus en fonction officiellement, il prétend n'avoir pas reçu les télégrammes, etc. Et il prépare, en fait, son passage en Angleterre. Et voilà, donc parce qu'il est théoriquement rappelé en France. Et alors, voilà. Comment ça se passe? Là, il y a une petite aventure. Comment ça se passe? Georges Catroux, qui est extrêmement fin dans ses analyses, à mon avis, a soupesé le pour et le contre. Il rallie De Gaulle, ça on va y revenir, c'est un acte extrêmement courageux, mais je pense qu'il a soupesé le pour et le contre, et il s'est dit, mais voilà, quel est mon avenir si je rentre en France? Il a interrogé d'ailleurs le général Weygand à cet égard, et la réponse de Weygand est très claire. Vous êtes remis en deuxième section, c'est-à-dire en retraite. Donc, en gros, s'il rentre en France, il n'a plus aucun avenir. Et s'il fait le choix de Gaulle, qu'il a encore une fois connu en Allemagne, et les deux hommes se sont suivis quand même par courrier, notamment tout au long de l'entre-deux-guerres, eh bien là, Catroux peut rebondir, si je puis dire, et avoir un rôle extrêmement important à jouer. Et il fait ce choix courageux, mais encore une fois bien soupesé, de gagner l'Angleterre. Donc sur le chemin du retour, toi qui bifurques... C'est un voyage préparé par les Britanniques, financé par les Britanniques. De toute façon, à cette époque-là, il n'y a guère que les Britanniques qui peuvent financer un tel voyage et qui peuvent réaliser matériellement un tel voyage. Et donc, il gagne Londres dans un premier temps, où il est sollicité par Churchill. Oui, parce que Churchill lui propose de prendre la tête de la France libre. Parce que... Complètement, tout simplement parce que... Et pourquoi il refuse finalement? Parce que c'est quand même une offre exceptionnelle. D'abord, peut-être pourquoi Churchill lui propose. Oui. Parce que, Georges Catroux est infiniment mieux connu des dirigeants britanniques que Charles de Gaulle. Oui. Charles de Gaulle, général de brigade à titre temporaire depuis 3 semaines, éphémère, sous-secrétaire d'État à la guerre pendant 10 jours, il n'a pas les liens au sommet de l'État britannique que peut avoir un Catroux qui a commandé le 19e corps d'armée en Algérie et qui a été gouverneur général de l'Indochine. Donc Churchill se dit qu'il ferait bien chapeauter De Gaulle par quelqu'un de plus prestigieux. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que les Français qui aujourd'hui ont oublié un peu Georges Catroux auraient pu avoir à la tête de la France libre ce même Georges Catroux. Hein. Bon, ça c'est le calcul que fait Churchill. Alors maintenant, pourquoi Catroux décline-t-il cette invitation? Je crois que Catroux a eu l'intelligence quand même de comprendre que Charles de Gaulle n'était plus seulement, dès cette époque, nous sommes à l'automne 1940, il a l'intelligence de comprendre que de Gaulle n'est plus simplement un militaire, qu'il incarne bien autre chose. Il voit le politique voit le politique derrière, il voit la légitimité du combat politique de Gaulle, et il va accepter, et c'est effectivement très courageux, et un peu surprenant de la part d'un Georges Catroux qui a un ego immense, mais il fait justement la démarche de se mettre aux ordres de Gaulle. C'est un acte révolutionnaire. Oui, vous parlez d'un geste de loyauté absolue avec le salut militaire qu'il lui... Absolument. Le 18 octobre 1940, à Fort-Lamy, donc... L'avion de Catroux arrive, De Gaulle est déjà là depuis la veille, et lorsque Georges Catroux descend de l'avion, eh bien, aux 10 pas réglementaires, Georges Catroux, donc général 4 étoiles officiellement, se met au garde à vous devant un général 2 étoiles à titre temporaire, en disant « à vos ordres, mon général ». Donc là, on est dans un acte courageux, lucide, révolutionnaire par rapport à tout ce qui est la culture militaire. Culture de hiérarchie, culture d'obéissance, etc. C'est un acte... Je reprends les paroles du grand historien Maurice Agulon qui disait que le ralliement à la France libre, surtout précocement comme ça, était un acte d'élite. En cela, effectivement, c'est un acte d'élite que commet Georges Catroux. Alors, et le fait justement fort de ces 5 étoiles, est-ce qu'il donne aussi, par ce geste, une légitimité Absolument.
Absolument. Et c'est là toute l'importance de cette scène de Fort-Lamy, parce que à un moment où, objectivement, Georges Catroux aurait pu casser, si je puis dire, De Gaulle. Imaginons, faisons de l'Uchronie. Si Georges Catroux accepte la proposition de Churchill de prendre la tête de la France libre, je ne sais pas quelles auraient été les réceptions en même temps. Mais Charles de Gaulle se trouve renvoyé à un second rôle. Hein. Bon, et maintenant, cette scène de Fort-Lamy vient effectivement non seulement donner de la gloire à Georges Catroux, c'est certain, mais légitimer complètement Charles de Gaulle. Dès les lendemains, d'ailleurs, Charles de Gaulle est tout fier d'annoncer à Churchill que le général Catroux s'est rallié à lui. C'est-à-dire qu'il n'a plus de rival, en quelque sorte. Et il peut prendre son envol à la tête de la France libre, et commencer d'ailleurs dès le surlendemain à légiférer, au nom de la France libre. Alors justement, donc, dans cette France libre, Catroux, au départ, devient quoi? Une sorte d'éminence grise de Gaulle? Alors, éminence grise, je pense pas, parce que je suis pas certain que De Gaulle ait supporté la moindre éminence grise. En revanche, ce qui est certain, c'est que Georges Catroux représente pour Charles de Gaulle l'expert. L'expert du Proche-Orient, l'expert de la gestion coloniale, d'une manière générale, plus générale, et aussi ses contacts, le carnet d'adresses de Georges Catroux. Carnet d'adresses, y compris à Vichy, parce que les liens ne seront pas forcément rompus entre Vichy et Catroux. Et c'est de cette expertise dont a besoin Charles de Gaulle, notamment pour sa politique proche-orientale, pour la politique proche-orientale de la France libre, je dirais plus généralement. Et puis, il voit sans doute en Catroux un homme de, une manière de juge de paix, un petit peu. Quelqu'un qui est suffisamment fin, madré aussi, on peut dire, pour réconcilier un petit peu les opposants. On va le voir, ce sera son rôle majeur en 1943 dans le différend entre De Gaulle et Giraud. Avec Giraud. Mais là, vous parliez donc du Proche-Orient. Il est renvoyé finalement de nouveau en Syrie et au Liban en 1941. Donc là, il est nommé délégué général, je me trompe tout à fait, pas. Délégué général de la France libre. Mais il avait fait auparavant une première mission pour les Anglais. Printemps 41. Alors, mais sinon, cette campagne de Syrie, ça a été un moment très douloureux pour l'armée française et pour Catroux lui-même. Comment est-ce qu'il vit ça? Alors, les épisodes de la guerre franco-française, parce qu'il s'agit d'une vraie guerre franco-française avec les Britanniques qui sont là. Vichy a promis des bases aériennes aux Allemands, enfin officiellement à l'Irak, mais en fait aux Allemands. Et donc, c'est Catroux qui a l'idée d'une opération militaire, qui propose une opération militaire aux Britanniques. Dans un premier temps, les Britanniques n'en veulent pas de cette opération militaire. Et puis, Catroux réussit à les déterminer, si vous voulez, à les convaincre plutôt. Et donc, il y a des combats alors, qui opposent donc les Français de Vichy et dans un camp, bien entendu, et dans l'autre camp, les Britanniques et les forces françaises libres, avec des cas de conscience terribles. Par exemple, la Légion française ayant toujours refusé de se combattre entre elles, Magré-Vernerin est obligé de se mettre en retrait, général de la France libre, parce qu'il y a un régiment de Légion, si vous voulez, chez les vichistes, et il y a un régiment de Légion chez les Français libres. Ces combats sont violents, d'une violence extrême, avec pas de cadeau de part et d'autre. Et là, on peut dire que Georges Catroux porte une certaine responsabilité de ces combats, parce que c'est lui qui les a souhaités. Et ça se termine donc au mois d'août 1941 par le traité de Saint-Jean d'Acre, qui est donc négocié entre les Britanniques et les Français de Vichy.
la France libre n'est même pas mentionnée dans le premier traité de Saint-Jean d'Acre, ce qui fait que De Gaulle est absolument furieux contre Catroux. Et il va falloir que De Gaulle renégocie un deuxième traité pour que la France libre soit mentionnée. Et là, on peut dire que cette affaire de printemps-été 41, c'est la preuve que Catroux est sans doute et certainement un très très bon officier politique, mais que sur le plan militaire, ça n'est pas forcément un grand dirigeant militaire. Alors justement, la politique, il proclame l'indépendance de la Syrie et du Liban. Alors, oui. Donc c'est un geste audacieux. Alors c'est un geste audacieux, mais qu'il faut relativiser. Parce que c'est sous la pression des Britanniques, oui. Très clairement. Et c'est un geste de 1942, mais qui stipule bien que l'indépendance sera effective après les combats, à la fin de la guerre. Donc c'est un engagement symbolique, bien évidemment, extrêmement fort, qui a été ressenti comme tel, aussi bien en Syrie qu'au Liban, mais c'est un acte provisoire, si je puis dire, et qui se place sous le regard des Britanniques et sous la pression des Britanniques. Le rêve des Britanniques... Il résiste un peu quand même à la pression des Britanniques. Ah oui, de ce point de vue-là. C'est Spears, c'est Spears qui négocie du côté britannique, et les deux hommes, Spears et Catroux... Quelle est l'intention, le but des Britanniques? C'est très clair. Sortir les Français du Proche-Orient. Très clairement, par le biais de l'indépendance qu'ils obligent les Français à accorder à la Syrie et au Liban, il s'agit d'en finir avec la politique mandataire de 1921 et d'exclure les Français du Proche-Orient, très clairement. Et là, de ce point de vue, Catroux résiste bien tant qu'il peut. Mais à partir de 1943, il a d'autres affaires à régler d'une part en Algérie, et puis l'évolution du conflit est telle que l'indépendance devient inéluctable. Ce qui fait d'ailleurs que Catroux va avoir dès cette époque, auprès des tenants de l'empire colonial français, la réputation d'un bradeur d'empire. Et c'est quelque chose d'important parce qu'on va retrouver ça en 1956, lorsqu'il sera éphémèrement, pour quelques jours, gouverneur général de l'Algérie. Alors vous disiez qu'il avait d'autres affaires à régler en Algérie, parce on sait effectivement que le conflit Giraud-de Gaulle a agité tout le petit monde de la France libre. Alors comment expliquer cette capacité qu'a eu Catroux à dialoguer avec Giraud et de Gaulle alors que tout les opposait? Tout ne les oppose pas, loin s'en faut. Dans le CFNL, vous savez, il y a des membres nommés par De Gaulle, il y a des membres nommés par Giraud, et il y a des membres nommés par Giraud et par De Gaulle, conjointement. Oui. Et Catroux fait partie des deux personnes qui sont nommées par De Gaulle et par Giraud, avec Jean Monnet. Et Catroux connaît personnellement Giraud. Ils ont combattu ensemble dans la guerre du Rif en 1925-26, et ils ont le même grade, puisque donc Catroux a été titularisé, si je puis dire, par la France libre 5 étoiles. Ils se connaissent de longue date, et ils ont eu des responsabilités importantes tous les deux. Et bien entendu, De Gaulle, on l'a vu, connaît aussi Georges Catroux. Et donc Catroux, c'est l'homme de l'interface parfait, l'homme de l'entre-gens parfait, qui connaît aussi très très bien les milieux politiques de la Troisième République. Il les a côtoyés de près, notamment à Paris en 1931, lorsqu'il suivait les cours du Chem. Et donc, ça en fait un négociateur parfait, parce qu'il connaît les milieux gaullistes. Il n'est pas en odeur de sainteté auprès des jeunes, je dirais, qui le trouvent trop, justement, Troisième République. Oui. Mais il connaît les milieux gaullistes, il connaît les milieux girodistes, notamment le principal conseiller militaire qui est le général Georges, qui est un camarade de promotion de Catroux. Et il va être dans les négociations très délicates entre De Gaulle et Giraud, il va être l'homme clé, incontestablement. Son plus grand succès, si je puis dire, après son ralliement d'octobre 1940, son plus grand succès, c'est d'avoir petit à petit fait peser
le CFNL en faveur de De Gaulle au détriment d'Henri Giraud. Alors justement, comment procède-t-il Alors par touche. Oui. Par touches successives, par négociation. Vous savez, les négociations d'Alger de l'été 43, c'est un drame en circuit fermé, en vase clos. Hein. C'est quelques personnes, 40, 50 personnes qui vont faire les évolutions. Il y a incontestablement des maladresses d'Henri Giraud. Il y a la finasserie de De Gaulle qui est extraordinairement puissante. Et il y a justement quelques personnes qui vont jouer un rôle déterminant. Jean Monnet, le général Georges et Georges Catroux. Et donc petit à petit, sans doute parce qu'ils n'osent pas s'affronter à De Gaulle directement et poser son pouvoir, bien, un moment, même les soutiens d'Henri Giraud le lâchent. Et y compris les Britanniques, qui sont pourtant, Dieu sait, opposés à De Gaulle par bien des aspects, mais qui font le choix, effectivement, de favoriser De Gaulle parce qu'ils ont compris que c'était un vrai chef. Donc là, Catroux a vraiment là, un rôle clé. Absolument, un rôle déterminant durant l'été 43, oui, bien sûr. Et vis-à-vis de De Gaulle, comment il fonctionne, il peut l'infléchir quand même sur certaines décisions. Alors, Catroux a toujours prétendu qu'il était le seul à pouvoir s'opposer à De Gaulle. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a d'autres qui lui ont tenu tête. Ce sont des relations bizarres entre les deux hommes. Hein. Ce sont des relations un petit peu je t'aime moi non plus, si je puis dire, puisque effectivement il y a la scène du ralliement extraordinaire, mais les deux hommes ne cessent de se faire des reproches réciproques. Oui. On a vu que De Gaulle fait des reproches acerbes à Catroux au moment de l'été 41, mais leur correspondance est marquée de violence verbale assez grande. Et Catroux ne manquera pas à aucun moment de rappeler qu'il a quand même des étoiles de plus que Charles de Gaulle. Des relations vraiment très, très conflictuelles. Très conflictuelles. Un petit peu comme De Gaulle pouvait avoir avec Churchill, d'ailleurs. Alors, après-guerre, il nous reste encore un petit peu de temps, parce que je voudrais aborder aussi l'homme privé. Après-guerre, il a deux postes importants. Il est ambassadeur en URSS entre 1945 et 1948. Ouais. Alors, quel a été son rôle exact à Moscou en ce début de guerre froide ? Alors, le rôle de Catroux à Moscou n'est pas aussi grand que Catroux l'aurait rêvé lui-même. C'est-à-dire que d'abord, il souhaitait l'ambassade de Washington. Bon, et De Gaulle lui a dit non, ce sera Moscou. Et il est chargé de faire vivre les accords franco-soviétiques de décembre 1944. Et qui avait été signé à un moment où l'Union soviétique avait éventuellement besoin de la France pour jouer une manière de petit contrepoids aux alliés occidentaux. Sauf que lorsque Catroux prend son poste à Moscou, bien l'Union soviétique n'en a plus que faire des attitudes françaises. Et donc, Catroux a le plus grand mal à dialoguer avec les autorités soviétiques, avec Molotov notamment. Et son rôle, et il le déplore lui-même, consiste surtout à constater que le rideau de fer s'abat sur l'Europe orientale notamment. Et il regrette beaucoup ces années d'ambassade. Il s'y ennuie. Lui qui est très mondain s'y ennuie beaucoup. Il essaie de rentrer d'ailleurs avant 1948. Dès 1946, il essaie de rentrer, mais il doit rester jusqu'à 1948. Mais il n'arrivera pas à s'imposer auprès du régime soviétique. Ceci dit, il le décrit très bien, et il décrit très très bien dans ses mémoires, dans un de ses livres de mémoires qui s'appelle « J'ai vu tomber le rideau de fer », justement, il décrit très bien le fonctionnement totalitaire du régime soviétique. Et il constate qu'on ne peut rien faire contre. Ouais. Parce que c'est un système qui ne supporte pas le dialogue, en fait.
Donc deuxième grand poste d'après-guerre, il est haut commissaire en Algérie en 1956. On peut dire que ça se passe. Ça se passe très très mal. C'est très très éphémère puisqu'il est haut commissaire du 1er février au 7 février 1956. Il a été proposé par Guy Mollet, qui vient de gagner les élections avec son bloc de centre-gauche. Il accepte la charge en rappelant à Guy Mollet qu'il est très mal vu des colons algériens, parce qu'il a été une première fois gouverneur général donc en 1943, et il a proposé des réformes, notamment l'élargissement du corps électoral des musulmans, qui a fortement déplu aux colons, aux Européens d'Algérie d'une manière plus générale. Et effectivement, en Algérie, il a cette image auprès des colons et des Européens du bradeur d'empire, qu'il a cette image ramenée en quelque sorte du Levant. Et donc, à la suite de la désignation de Georges Catroux comme haut commissaire, il y a des grosses manifestations, et Guy Mollet en fait les frais puisqu'il se rend à Alger, c'est la fameuse journée des tomates, où Guy Mollet est accueilli au monument aux morts d'Alger par des tomates, des jets de tomates, il doit être protégé par les CRS, etc. Et donc, Mollet, en fait, demande à Catroux de démissionner. Et Catroux n'est donc haut commissaire que durant 6 jours. Bien. Et donc il finit sa carrière avec quelques postes honorifiques, il est grand chancelier. Alors c'est un haut dignitaire de la 4e comme de la 5e République. Il est grand chancelier de la Légion d'honneur, il est donc chancelier de l'Ordre national du mérite qu'il crée. C'est une idée qu'il avait proposée d'ailleurs à la 4e République. À ce titre, il va siéger aussi, et c'est important, au haut tribunal militaire. Oui, qui va juger les putschistes d'avril 61. Il fait aussi un rapport mi-chèvre, mi-chou sur Dien Bien Phu. Preuve qu'il est effectivement vu comme le sage, en quelque sorte, le juge de paix, un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Alors, je voudrais terminer sur l'homme lui-même. Vous avez esquissé quelques petites touches. Donc, vous le montrez comme diplomate, calculateur, mais est-ce qu'on dit que c'était aussi un homme à femme, mais peu apprécié. Est-ce qu'il était apprécié par ses collègues? J'ai relevé qu'il était machiavélique, peu franc du collier, intrigant, opportuniste. Qu'en est-il réellement? C'est un officier ambitieux. C'est un officier ambitieux, très précocement ambitieux, qui a lié sa carrière à certains milieux politiques. Donc qui est estampillé précocement par le milieu militaire comme un militaire de gauche. Bon. Et donc, il fait une magnifique carrière, mais tout au long de sa carrière, il y a cette... même si ça s'atténue après son ralliement à De Gaulle, parce que ça en fait quasiment une sorte de saint laïque, mais il y a tout au long de sa carrière quand même des rapports, surtout en début de carrière, qui montrent une certaine suffisance, un certain narcissisme même. On pouvait reprocher à De Gaulle également, d'ailleurs. Absolument, ou à tant d'autres militaires. Jean Delattre de Tassigny, dans ce registre, était pas mal non plus. Et donc, les reproches que lui fait le milieu militaire, c'est pas tant d'être narcissique, parce que ça, encore une fois, c'est largement partagé dans ces milieux, mais c'est de ne pas être un vrai militaire. C'est-à-dire, il n'a pas commandé en chef, c'est un officier politique, c'est un officier de renseignement, mais qui n'a pas eu de rôle ni tactique, ni stratégique. Il n'a pas l'expérience du feu. Sauf dans des petites guerres coloniales en tout début de carrière. Et d'ailleurs, lorsqu'il sort du Chem, le général Ragueneau, qui commande l'école, dit très clairement il faut l'employer dans des postes de renseignement, et surtout pas. En gros, on dit de lui en 1931 qu'il n'est pas fait pour commander une division sur le théâtre européen. Alors, c'est ce qui fait aussi sa puissance. Il a, comme je le disais tout à l'heure, un carnet d'adresses, mais il a des foules de renseignements sur les uns et les autres. Et c'est quelqu'un qui adore les mondanités. C'est quelqu'un qui est très lyotésien de ce point de vue-là, parce que Lyoté avait fait de l'apparat une forme de gouvernance.
Et c'est quelque chose que lorsque Quattroux sera général à Marrakech entre 31 et 35, c'est quelque chose qu'il va complètement calquer, copier sur l'IOT. Voilà, c'est quelqu'un... Alors, homme à femme, oui, incontestablement, mais homme à femme qui se marie 2-3 fois et qui se remarie donc à 83 ans avec une jeune femme de 40 ans qui la rassurait sans doute dans les dernières années de sa vie. Eh bien, François Cochet, merci infiniment pour cet éclairage sur le général Quattroux, donc portrait d'un grand seigneur, dites-vous, de la France libre. Je rappelle ce livre qui est sorti chez Perrin, enfin c'est une coédition Perrin-Pierre de Taillac. Merci à vous. À une prochaine fois, j'espère, pour un nouveau projet. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, réalisée en partenariat avec la Revue d'Histoire Européenne. Avant de nous quitter, vous n'oubliez pas, bien sûr, de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt.